Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la communication, le partage d'informations pour asseoir une véritable cohésion nationale. C'est la principale recommandation issue d'un forum régional tenu cette semaine à Dori dans le Sahel. Un cadre qui a réuni des leaders d'opinion de divers horizons au nom de la cohabitation pacifique entre communautés au Burkina Faso. L'UPC, le MID, deux partis politiques, deux sorties, l'une à Zignaré dans l'Oubritenga et l'autre à Ouagadougou. Le parti de Zéphirin Diabré et celui de Aruna Kindo se positionnent pour les échéances à venir. En face, ils ont un mouvement qui lui s'engage à permettre à 5000 personnes de bénéficier d'un document nécessaire pour exercer leur droit de vote, la carte nationale d'identité burkinabé. Dans l'actualité également ce soir, la crise libyenne et cet appel de l'ONU à l'issue d'un conseil de sécurité réuni hier vendredi. L'ONU appelle à un cessez-le-feu, condition sine qua non demandée par le Royaume-Uni. L'offensive débutée le 4 avril dernier a fait au moins 432 morts et plus de 55 000 déplacés dans ce pays riche en pétrole. Bienvenue à tous et toutes nos excuses pour le démarrage assez compliqué de cette édition. Ils disent avoir vécu l'enfer. 3 ex-otages libérés au cours d'une opération dans la nuit de ce jeudi à vendredi ont été reçus au palais de Kosiam. Au président du Faso, ils étaient reconnaissants tout en ayant une pensée pieuse pour les 2 soldats français tombés au cours de cette libération. On en sait plus avec Irissa Warga et Simon Gongo. On voulait toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. Ce sont les premiers mots publics des otages toujours fatigués. Un à un, le président Kaboré salue Laurent Lassimoulas, la sud-coréenne, et Patrick Pic. L'américaine a déjà été remise à ses autorités. Autour d'eux, des diplomates français et burkinabés. On voulait présenter nos condoléances tout de suite à ces familles parce que nos pensées elles sont ambivalentes par rapport à tout ce qui nous arrive. Une pensée aussi à notre chauffeur guide béninois qui a perdu la vie au tout début de notre enlèvement et ça a été très difficile aussi. On voulait remercier les autorités françaises, celles du Burkina Faso, d'avoir participé à notre libération et à ce que nous soyons loin de tout cet enfer que nous avons vécu. Sur le perron de Kosiam, Alpha Bari salue la coopération militaire entre Paris et Ouagadougou. C'est cette association des forces qui a permis la réussite de l'opération. Au terme de cet accord, donc, les forces françaises, qui sont des forces alliées, il faut le souligner, qui sont des forces alliées dans notre pays, peuvent mener donc des opérations dans notre pays en collaboration et en coopération avec les forces de défense et de sécurité burkinabé. Et ça a été donc le cas dans cette opération où il y a eu la participation d'une quinzaine de militaires burkinabés, mais il y a eu aussi la collaboration en termes de renseignement et qui a donc abouti au succès de l'opération. Nous allons continuer à travailler ensemble, à coopérer ensemble, à intensifier notre relation dans ce domaine de la défense et de la sécurité, de sorte que nous puissions réduire, pour ne pas dire enrayer, la menace terroriste au Sahel. Les soldats burkinabés ont participé à cette intervention depuis l'Est, où il y a eu un premier assaut à Alpha Bari. Le président Kaboré réitère ses hommages aux soldats et ses condoléances aux familles des disparus. Plusieurs heures d'exposés et de questions avec des réponses entre les membres du gouvernement et les élus nationaux. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la séance ordinaire de l'Assemblée nationale hier 10 mai. La fraude des pièces d'immatriculation, des chantiers en retard ou à l'arrêt et les conflits sociaux. Les députés ont voulu avoir des réponses directement avec les responsables des départements ministériels concernés. Le point avec Nong Bakouda et Ismaël Diloma Sirima. 2 questions orales suivies de débats étaient à l'ordre du jour de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale. La première concerne les fraudes d'immatriculation de véhicules et de mobylettes constatées par la Direction générale des transports terrestres et maritimes ainsi que les mesures prises pour y remédier. À cela, le ministre des Transports se veut rassurant. On peut distinguer 2 types de fraudes.
D'abord, il y a les types de fraudes qui introduisent des fausses cartes grises et de plaques. Ça, c'est des choses que tout le monde connaît. Et dans le cas espèce, les faussaires donc, ont des imprimés fabriqués par eux-mêmes et mettent à la disposition des usagers des faux titres. Il y a aussi le deuxième type de fraude, et c'est la fraude du point de vue documentaire pour contourner ou minorer les droits de douane. Alors, ce procédé est utilisé par ceux qui veulent avoir les véhicules normalement immatriculés sans avoir à payer les droits de douane conséquemment. Au niveau de la Direction générale des transports, il y a ce qu'on appelle le non-cumul des pouvoirs informatiques. Donc, nous avons un logiciel de gestion automatisé des titres de transport et il a été donc reprogrammé pour qu'un agent ne puisse pas accomplir les mêmes tâches à toutes les étapes. Il y a aussi la création et l'installation d'un comité anti-fraude au niveau de la Direction générale des transports, que moi-même j'ai installé il y a cela 6 mois. Il y a la création d'un service d'audit interne à l'intérieur donc de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Lorsque nous apprenons donc ces cas de fraude, nous avions pris langue avec donc, les services de police, les services de gendarmerie, mais aussi les services de la douane, pour que nous puissions mettre en bout un processus de plainte. Deuxième à se prêter aux questions des députés, le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma. Il vient répondre aux questions du député Yahya Zoungrana concernant l'état d'avancement de certaines routes et infrastructures inachevées, voire en arrêt de travaux. Le bilan qui peut être fait vous permettra de vous rendre compte que les routes qui traînent, les chantiers à l'arrêt constituent, sous le gouvernement du président Roch-Marc Christian Kaboré, une exception. La règle, c'est de bonnes routes achevées, inaugurées, et en 3 ans, nous avons inauguré 16 fois des routes et des ouvrages. Et nous nous apprêtons à en inaugurer d'autres. Cette session parlementaire a été ponctuée par une communication orale du Premier ministre, lue par le ministre d'État Simeon Sawadogo. Elle concerne l'état du vivre ensemble au Burkina Faso au vu des différents conflits sociaux qui ont marqué le pays. Et on en vient à la clôture d'un forum ouvert en début de semaine à Dori, dans la région du Sahel. Le forum régional sur la cohésion sociale et la cohabitation pacifique s'est achevé avec la formulation de plusieurs recommandations. L'une d'entre elles étant de favoriser un cadre de partage de toutes les propositions faites au cours de ce forum de 2 jours au nom de la paix entre les communautés vivant au Burkina. Précision avec Martin Oudraogo et Seydou. Après 2 jours de réflexion et d'échange autour du thème « Cohésion sociale et renforcement de l'unité nationale et régionale dans un contexte d'extrémisme violent », responsables religieux et coutumiers, organisations de la société civile et autorités administratives s'engagent à travailler pour la promotion de la paix dans la région du Sahel et du Nord. Nous, on a dit déjà que nous sommes déjà dans la résolution des problèmes communautaires. Bon, donc c'est peut-être maintenant dans l'ensemble ce que le forum a proposé, que nous allons nous inscrire, quoi. Ce forum régional de Dori sur la cohésion sociale propose la mise en place d'un cadre qui permettra de vulgariser toutes les recommandations formulées. Il y a eu énormément de recommandations et toutes ces recommandations-là tournent autour de la mise en place un peu partout de cadres de dialogue et d'échange, parce que le plus souvent c'est parce qu'on ne communique pas et on ne se comprend pas. Donc de façon générale, ces 2 éléments-là font que nous pouvons dire que nous sommes entièrement satisfaits. Mais il y a aussi le fait que les participants ont identifié un certain nombre d'activités et d'actions qui peuvent permettre d'aller vite et bien dans le cadre justement de cette prévention donc des conflits, mais surtout de cette promotion de la cohésion sociale. L'ONG Equal Access International, initiatrice de ce forum, s'est dit prête à soutenir ce cadre qui sera mis en place. Elle entend donc créer toutes les conditions pour qu'ils puissent travailler au niveau du Burkina pour la prévention et la promotion de la cohésion sociale et surtout travailler avec les cadres de dialogue sur la paix du Niger et du Mali.
137 milliards de francs CFA, c'est la somme mise à la disposition du gouvernement burkinabé pour la mise en œuvre des projets de développement. Il s'agit d'une tranche d'appui budgétaire, d'un projet des centres d'excellence et d'un autre financement de l'inclusion financière et d'accès au crédit par les PME. Ces 3 accords de financement ont été signés avec la Banque mondiale. Oscar Soulama avec Oumou Sissé. La Banque mondiale renouvelle son engagement à soutenir le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de ces réformes à travers la signature de 3 accords de financement d'un montant d'environ 137 milliards de francs CFA. Il sera consacré à une opération de la série d'appui budgétaire au projet Centre d'excellence africain et au projet d'appui à l'inclusion financière. Nous avons obtenu un financement pour le renforcement des services de santé. Renforcer les services de santé, ça rentre dans le cadre du volet appui budgétaire et pour l'amélioration des structures, mais également pour la disponibilité des soins de santé. Le projet du Centre d'excellence d'enseignement supérieur d'Afrique pour l'impact qui va être mis en œuvre a pour objectif principal, comme on le dit, d'assurer la qualité, la quantité et l'impact sur le développement de l'enseignement supérieur. Nous pensons que ça va vraiment tirer l'enseignement supérieur vers le haut. C'est en tout cas l'ambition que nous affichons. Ces 3 accords de financement reflètent l'excellence de la coopération entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale. Nous sommes très heureux d'accompagner les objectifs du gouvernement à travers son PNDS pour toucher non seulement donc au niveau institutionnel l'amélioration de la gestion budgétaire et de l'approvisionnement des populations en services de base, mais aussi donc appuyer le développement du capital humain. Le financement de la tranche d'appui budgétaire s'élève à 59 milliards de francs CFA. Quant au projet Centre d'excellence africain et au projet d'appui à l'inclusion financière, ils sont financés respectivement à environ 19 milliards et 59 milliards de francs CFA. Voyons sur le terrain à quoi servent justement ces appuis de la Banque mondiale. Nous prenons pour ce faire la direction de Nariou. C'est un village relevant de la commune de Sabou dans la province du Boulkiemdé. La localité ainsi que 7 autres du Burkina sortent de l'ombre puisqu'elles sont désormais connectées au réseau électrique. Le ministre en charge de l'énergie a procédé à la mise en service officielle, a donc précisé qu'il s'agissait là d'un engagement présidentiel. Précision avec Idrissa Ouarga et Maïmouna Traoré. Le village de Nariou, désormais connecté au réseau électrique. Les habitants, par la voix de leurs représentants, expriment leur satisfaction. L'électrification du village permettra d'améliorer leurs conditions de vie. Beaucoup d'entreprises seront ouvertes. Le commerce aussi, ça va développer d'une part. Et beaucoup d'emplois pour les jeunes qui étaient en chômage. Quand on n'avait pas le courant, ça n'allait pas. Donc à chaque fois, même si on voulait quelque chose, il fallait qu'on se déplaçait à aller à Sabou. C'est un engagement du président du Faso qui prend forme, celui de renforcer les activités économiques dans les villages et d'accélérer le développement local. Aujourd'hui, seulement 3% de la population en milieu rural a accès à l'énergie. Et il a fait donc de cela son cheval donc de bataille, de faire de telle sorte qu'en 2020, nous puissions avoir au minimum 19 à 20% de la population qui a accès à l'énergie. C'est un travail que nous allons mener vraiment avec beaucoup d'énergie et faire de telle sorte que les engagements du président, ce qui concerne donc le PNDS, puissent être atteints en 2020. Après Nariou, le ministre de l'Énergie mettra officiellement en service le réseau électrique dans 7 autres villages dans les régions de la Boukou du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 130 millions de francs CFA. Sans tabou, cela pouvait être l'objet de la rencontre initiée par le comité de haut niveau pour la relance de la production cotonnière. À Bobo Dioulasso, les membres de cette instance voulue par le président du Faso étaient face aux producteurs de l'or blanc du Houé. De part et d'autre, des engagements ont été pris pour l'atteinte des prévisions de la campagne 2019-2020. Hassan Gourabou et Karim Sissé nous les exposent. C'est une rencontre directe entre le comité de haut niveau pour la relance de la production cotonnière au Burkina
et les producteurs de l'or blanc de Houé. Les deux parties échangent à bâton rompu afin de voir ensemble comment relever le défi de la relance cotonnière à partir de cette campagne. Le gouvernement, selon le président du comité de haut niveau, a débloqué 17 milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs de la filière. Les mesures concernent à la fois les subventions que nous avons apportées pour réduire le prix des intrants, pour améliorer donc le coût de cession des intrants. Les mesures concernent le fait que nous avons pris des mesures pour permettre donc qu'il y ait un achat, le prix d'achat du coton soit beaucoup plus élevé par rapport à la campagne dernière. Quand on combine l'ensemble donc des mesures, nous étions à 250 en début de campagne dernière. Cette campagne, nous allons démarrer à 265. Donc il y a une 15 francs donc, de variation donc, au niveau donc, du prix. 800 000 tonnes, c'est la production de coton graines attendue pour cette campagne 2019-2020. Au dire des cotonculteurs présents à cette rencontre, cette prévision peut être atteinte. Néanmoins, ils souhaiteraient que le gouvernement règle les problèmes des impayés internes et externes. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est les impayés internes et externes. Parce que les 2 années, les producteurs ont eu chaud. Et je l'ai dit bien, c'est les impayés, les gens qui ont produit et qui n'ont pas pu payer les impayés. Ce n'est pas les gens qui ont pris les intrants et qui n'ont pas produit, non. Et aujourd'hui, c'est un fardeau pour les SCOP. Il y a des SCOP, ça fait 2 mois, ils ont leur argent, ils ne peuvent même pas partager à cause des impayés internes. Le comité de haut niveau pour la relance de la production cotonnière au Burkina dit être satisfait de cette rencontre de Bobo Dioulasso. Nous avons eu une réunion fraternelle de vérité, des échanges directs. Et puis nous repartons ici complètement satisfaits parce qu'on voit très bien que les réponses qu'on a commencé à apporter répondent aux préoccupations et les producteurs nous demandent de faire davantage, notamment donc, au niveau donc, des subventions, au niveau donc, de règlement des questions des impayés, mais aussi de les rassurer que nous allons être à leur côté du début de la campagne jusqu'à la fin, que s'il y a d'autres problèmes qui surviennent, qu'on arrive donc à régler. Avant cette rencontre avec les cotonculteurs du Houé, le comité de haut niveau pour la relance de la production cotonnière au Burkina a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Bobo Dioulasso. Une occasion d'invoquer les mânes et les ancêtres pour une bonne pluviométrie, une bonne campagne agricole au Burkina Faso. Ouvrons à présent une page consacrée à la vie des partis politiques, une actualité animée ce week-end par des rassemblements. Et rendons-nous à Zignaré, dans la province de Loubre-Tenga, les responsables de l'Union pour le progrès et le changement avec leur structure de base de cette partie du Burkina Faso parlent stratégie. En ligne de mire, ils ont les échéances électorales de 2020. Le parti de Zéphirin Diabré a déjà une démarche à suivre. Elle devrait aider à un meilleur positionnement de l'UPC sur toute l'étendue du territoire national. Compte rendu avec Issaka Fando et Vincent Kendrebergo. Ce samedi, les militants de l'UPC dans Loubre-Tenga accueillent leur champion à Zignaré. Zéphirin Diabré va à la rencontre des structures du parti dans cette province. Une première depuis le dernier congrès de l'UPC l'année passée. Une rencontre comme celle-là est l'occasion d'un débat de stratégie. Échanger avec eux sur les voies et moyens permettant de renforcer donc, notre position dans la province et de préparer dans l'efficacité donc, les élections de 2020. La visite du président aujourd'hui s'inscrit dans ce cas quand même pour nous redynamiser, nous donner d'autres énergies pour nous permettre d'aller de l'avant. Et vous savez aussi que dans la province de Loubre-Tenga, l'IPC n'a pas de député. Donc il y a des problèmes de moyens financiers et comme j'ai évoqué aussi les problèmes de renforcement de capacité. Et nous pensons qu'avec avec l'arrivée du président aujourd'hui, il y a un message fort qui sera lancé. Dans le fief de Blaise Compaoré, Zéphirin Diabré rappelle ses anciennes relations avec l'ancien président du Faso, se présentant comme ayant été l'un de ses hommes de confiance. Le secrétaire de Polichinelle, que j'ai été son collaborateur au niveau du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Mines, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, et au niveau donc du Conseil économique et social. Moi, je n'oublie jamais de là où je suis venu. C'est vrai que sur la gestion du pays et sur certains aspects, il y a eu à un moment donné des différences d'appréciation entre lui et moi. Mais ça, de mon point de vue, ça fait partie maintenant du passé. Les responsables de l'UPC veulent poursuivre les rencontres avec les structures de base dans la perspective des prochaines échéances
électorale. Un autre parti politique est élu face à la presse dans la capitale. Le mouvement des intellectuels pour le développement porté par Aruna Kindo dévoile à Ouagadougou les objectifs et les ambitions du MID. Les conférenciers du jour se sont surtout attardés sur un chapitre, celui de la sécurité alimentaire. Face aux professionnels des médias, les responsables du mouvement qui dit mettre sa jeunesse compétente en avant propose ces solutions pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Yacouba Gamené avec Mounira Kéré pour le compte-rendu. La priorité au Burkina, c'est d'œuvrer à ce que tous les citoyens mangent à leur faim. Ces propos sont du président du MID, le mouvement des intellectuels pour le développement, à l'entame de cette conférence de presse. Et comme solution pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire au Burkina, le MID propose de prioriser la consommation des produits locaux, de doter chaque province de barrages et de récupérer les terres dégradées. Il faut que rapidement et urgemment, on arrive à récupérer nos terres dégradées. Il y a des techniques qui sont disponibles, malheureusement, qui ne sont pas promues par les autorités en place. Nous avons les techniques d'usage. Quels sont les foyers burkinabés qui font de la consommation des produits locaux une réalité au quotidien? Il n'y en a pas beaucoup. Le mouvement des intellectuels pour le développement se veut un parti de jeunes et dédié à la jeunesse, un parti qui se donne aussi pour mission de lutter contre l'analphabétisme, la pauvreté et le chômage des jeunes. Le MID est né pour susciter un changement de mentalité. On parle plus de citoyenneté. La jeunesse, on voit les jeunes qui brûlent le drapeau national. On voit les populations qui tuent nos forces de l'ordre. On voit l'incivisme total dans nos vies quotidiennes. Donc effectivement, le MID s'est donné pour objectif de travailler pour que les Burkinabés changent de mentalité. Le MID se définit comme un parti centriste, une force de proposition pour un Burkina de paix et de quiétude. Le parti ambitionne conquérir le pouvoir d'État. Et ces partis, justement, qui entendent se positionner pour les échéances à venir, ils devraient soutenir cette action du mouvement Conscience Nouvelle. Il a procédé au lancement d'une opération d'établissement de CNIB. À Léo, dans la Sicile, environ 5000 personnes seront enrôlées afin de posséder une carte nationale d'identité burkinabé, valable donc pour l'élection présidentielle de 2020. On en sait plus sur l'opération avec Adama Guiti et Adama Koulibaly. Ido est le tout premier à se faire enrôler pour l'obtention de la carte nationale d'identité burkinabé CNIB lors de cette opération spéciale ici à Léo dans la Sicile. Puisque l'autre carte d'identité c'est permis avant-hier. Puisque si tu es burkinabé et que tu n'as pas une carte d'identité, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas faire ce que tu veux non plus. Par exemple, si moi je sors comme ça, j'ai le papier du moteur, j'ai tout. Donc si on m'arrête, je présente, on me fait un garde-à-vous, vrai citoyen. Cette opération, qui est le point de départ de la campagne d'établissement de la CNIB par le mouvement Conscience Nouvelle, va couvrir la province de la Sicile et vise à permettre aux populations d'accéder aux documents d'identification. Permettre aux citoyens d'avoir la CNIB, c'est leur donner donc d'abord leur dignité. C'est leur permettre de participer à la vie de la nation. Notre capacité de subvention se limite à 1500. À partir de 1500 cartes qui seront produites grâce à la subvention, ceux qui viendront après, donc le chiffre de 1500, devront payer les 2500. Mais il n'empêche toujours que c'est une opportunité pour ces personnes parce que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Une campagne soutenue par les autorités locales, les leaders coutumiers et des ressortissants de la province. En février 2019, j'avais pris un engagement lorsque je lançait le coup de pédale de la femme de la Sicile, d'établir au moins 50 CNIB par commune au profit de celles qui ont compéti et puis au profit des jeunes et des femmes. Et donc c'est plutôt moi qui remercie l'association qui dans son activité me permet de prolonger mon engagement auprès des frères et sœurs de la Sicile. Avec une capacité de production de 700 cartes jour, plus de 5000 cartes devraient être délivrées durant la semaine que dure cette campagne.
À la suite de ce journal, ce chiffre, 100, c'est le nombre d'écoles à construire et à équiper d'ici la rentrée scolaire prochaine. Le chef du département de l'éducation nationale est formel. Ces infrastructures scolaires vont faire disparaître les tristement célèbres écoles sous Payotte au Burkina. Et le pays peut compter sur l'appui de la République populaire de Chine qui a offert en 45 jours chrono à Bambouré dans le Ganzourgou des infrastructures scolaires répondant aux normes nationales. Ciel Yassina Ouattara avec Vincent Kiandrobogo. Fini l'école sous Payotte à Bambouré 2. Ce bâtiment de 3 classes, des latrines et un forage d'eau sont offerts à l'école par la République populaire de Chine. Travaux réalisés en 45 jours par une entreprise chinoise. La République populaire de Chine accorde une grande importance et une attention particulière au volet éducation dans les relations d'amitié avec le Burkina Faso. C'est la deuxième école construite par la Chine depuis le rétablissement de ses relations avec le Burkina Faso. Mais ce n'est que l'échantillon qui annonce des infrastructures éducatives de plus de 5 milliards de francs CFA à réaliser d'ici la prochaine rentrée scolaire. Nous sommes dans une phase d'essai, dans l'échange que nous avons avec la République populaire de Chine. Et si nous réussissons cette première phase des 102 écoles, les 2 déjà réalisées, les 100 qui viennent d'ici la rentrée, on devrait pouvoir, dans nos discussions, aboutir à la réalisation d'au moins 200 écoles en 2020. Aux salles de classe et forages à réaliser s'ajoute l'éclairage solaire pour des cadres plus propices à l'apprentissage. La myasthénie et le lupus, ce sont là des maladies qui peuvent cohabiter chez un seul et même individu et qui affectent les neurones, des maladies rares caractérisées par une faiblesse musculaire. Notamment, et parce qu'elles sont peu connues, ces maladies, des associations de malades de myasthénie et de lupus sont allées à la rencontre des futurs médecins et pharmaciens du Burkina. Elles ont organisé une conférence avec pour objectif de sensibiliser sur ces maladies neuromusculaires. On en sait plus avec Roger Cam et Vincent Kiandrobogo. La myasthénie et le lupus, 2 maladies qui affectent le système neuromusculaire. Elles se caractérisent par la chute des cheveux, la perte de poids, une fatigue chronique entre autres. Selon les conférenciers, plus de 80% des personnes touchées par ces maladies sont des femmes de 20 à 30 ans. Parce que c'est une maladie qui atteint des personnes qui sont jeunes et qui peut parfois être grave. Quand vous regardez dans le nom lupus érythémateux systémique, ça veut dire qu'on peut avoir toutes les atteintes. Quand on a une atteinte des reins, une atteinte du cerveau, ça peut être grave. Et il y a des formes qui sont moins graves quand ça atteint la peau, les articulations. Mais il faudrait quand même qu'on communique pour que les gens connaissent et qu'on puisse sensibiliser sur ces affections-là. La myasthénie, c'est une maladie neurologique qui se caractérise donc par une fatigue à l'effort. Et cette maladie est due à un problème immunologique, c'est-à-dire que l'organisme fabrique des anticorps dirigés contre les récepteurs situés sur le muscle, et donc le nerf n'arrive pas justement à contrôler le muscle, ce qui entraîne donc les signes de la maladie. Selon les spécialistes, les 2 maladies se traitent sur une longue durée, d'où le plaidoyer pour une réduction des coûts jugés excessifs. C'est surtout les examens complémentaires à visée diagnostique qui coûtent extrêmement cher. On peut aller jusqu'à 100 000 francs pour la prise de sang pour rechercher les anticorps contre le lupus là. Et les médicaments, ça a un coût aussi de traitement parce que c'est à vie. C'est un traitement qu'il faut prendre tout le temps. On vit normalement, mais c'est vrai que c'est sous traitement. Selon une étude menée de 2006 à 2018, on dénombre 75 cas de lupus au Burkina Faso. Quant à la myasthénie, elle est estimée à 800 cas. Un challenge pour le lycée Nelson Mandela et pas des moindres. Il a été retenu pour prendre part à la 31e édition du Festival des rencontres lycéennes de vidéo en France. Le club cinéma de ce lycée devra travailler sur le thème Étincelle et peut compter sur l'expertise nationale. 2 courts-métrages sont en tournage pour cette compétition. Leurs histoires avec Isaka Oudraogo et Maxime Zongo. La vie de Fatim, pilote 1, séquence 1. Le clap de tournage pour la réalisation de Nouaga et Koudpoko
Et la vie de Fatim est donnée ici par deux personnalités averties dans le domaine du cinéma. Nous sommes au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. Il s'agit de la réalisation de deux courts-métrages de 6 minutes qui seront en compétition au Festival des rencontres lycéennes de vidéo à Bagnères de Bigorre en France. L'initiative consistait au clap de tournage de deux courts-métrages fiction initiés par les élèves du lycée Nelson Mandela, et ces deux courts-métrages devront participer à une compétition en France appelée les rencontres lycéennes de la vidéo. Bon, je crois qu'ils ont des chances, c'est des sujets assez originaux et c'est des regards des jeunes de la société burkinabé, de la société africaine aujourd'hui, et tant que le tournage est bien accompli, le montage est rigoureux, l'encadrement donne les bonnes idées, parce que c'est à eux de faire le film. Ces courts-métrages seront entièrement réalisés par les membres du club cinéma du lycée Nelson Mandela. Ils auront pour manager des conseillers artistiques, une belle expérience de l'apprentissage du métier de cinéma en milieu scolaire. Pour notre début, on n'avait pas pris ça au sérieux, mais avec le temps, on a su que ça peut nous aider à l'avenir aussi. Donc, j'encourage mes camarades de participer. Ce festival réunira à Bagnères de Bigorre, en France donc, 4 jours durant, 300 jeunes lycéens venus des 4 coins du monde. L'Association des agents immobiliers du Burkina Faso se dévoile face aux professionnels des médias. La structure rappelle le rôle et l'importance de la fonction d'agent immobilier dans la chaîne de l'économie du pays. Et ce rôle va des transactions immobilières à la gestion sécurisée des immeubles en passant par la reconnaissance même du secteur. Koualen Ebié et Mounir Akere pour le compte-rendu. L'Association des agents immobiliers du Burkina entend organiser le secteur des agences immobilières et jouer pleinement son rôle dans le développement du pays. L'agent immobilier intervient dans toutes les transactions immobilières et permettant ainsi la réalisation des affaires entre les professionnels et les particuliers dans une dynamique fiable et sécurisée. Disons que l'agent immobilier sert également d'interface, d'une part, entre les locataires et les propriétaires immobiliers, et d'autre part, entre ces derniers et les services publics. Ceci donne l'importance de l'agent immobilier dans la chaîne économique dans notre pays. Le manque d'organisation des agents immobiliers et la prolifération des agences informelles sont au rang des maux qui entravent le développement du secteur. Les conférenciers sont convaincus qu'un meilleur encadrement pourrait contribuer à maîtriser la spéculation autour du foncier et de l'habitat au Burkina. Nous lançons un appel auprès de nos autorités pour demander leur soutien et leur accompagnement pour une meilleure organisation et encadrement du secteur immobilier au Burkina Faso, gage d'une meilleure sécurisation et réglementation du foncier pour préserver les générations futures des affres de la dévotion des prédateurs et des spéculateurs du foncier et de l'habitat au Burkina Faso. L'association 2AIBF souhaite l'accompagnement du gouvernement pour une meilleure organisation du secteur immobilier. Elle appelle aussi tous les agents immobiliers du pays à s'unir pour booster le secteur et améliorer leurs conditions de prestation. Hors de chez nous et sur initiative du Royaume-Uni, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce vendredi sur la situation libyenne. Seule une désescalade peut aider à un succès de la médiation, reconnaît l'ONU, qui appelle toutes les parties au conflit à respecter un cessez-le-feu. Une conviction se dégage de la déclaration de l'ONU. La paix et la stabilité en Libye ne viendront que via une solution politique. L'ONU appelle les belligérants du conflit libyen à l'apaisement et à se tourner vers une solution politique. Vendredi, les Nations Unies ont plaidé en faveur d'un cessez-le-feu et d'un retour à une médiation dans ce cadre multilatéral mené par l'émissaire Hassan Salamé, mais sans évoquer le projet de résolution britannique bloqué depuis plusieurs semaines par les divisions qui règnent au sein du Conseil de sécurité.
Le Conseil de sécurité demande à toutes les parties de revenir rapidement à la médiation politique des Nations Unies et de s'engager en faveur d'un cessez-le-feu et d'une désescalade pour favoriser le succès de cette médiation. L'ONU se dit préoccupée par l'instabilité à Tripoli et par la dégradation de la situation humanitaire. Depuis plus d'un mois, les troupes du maréchal Haftar tentent de s'emparer de la capitale libyenne. Les combats avec les forces loyalistes auraient fait au moins 454 morts et plus de 2000 blessés depuis le début de l'offensive. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. La grande soirée dédiée aux hommes et aux femmes des médias, c'est pour tout à l'heure en direct sur la télévision du Burkina à partir de 21h. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.